On quitte le Landron pour revenir ici à Colombier, au bord du lac, pour déguster une bonne petite absinthe. Mais l'absinthe, depuis quand est-ce qu'elle est utilisée? Les origines de l'absinthe sont incertaines, mais en Égypte antique, on mentionne l'usage médical des extraits d'absinthe dans le papyrus d'Hébert, et ça date de 3500 ans. Et puis 400 ans avant Jésus-Christ, les Grecs Pythagore et Hippocrate parlaient déjà d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé, son effet aphrodisiaque et sa stimulation de la création. Le poète latin Lucrèce aussi, qui est né un siècle avant Jésus, mentionnait aussi les vertus thérapeutiques de l'absinthe que l'on faisait boire aux enfants avec un peu de miel pour couper l'amertume. Donc les premiers breuvages d'absinthe étaient des recettes médicinales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la première recette connue est un breuvage médicinal qui aurait été concocté par une rebouteuse suisse du canton de Neuchâtel. C'est une certaine Madame Henriot. Et en 1797, le major Dubié a acquis cette recette et il a ouvert avec son gendre Henri-Louis Pernot la première distillerie d'absinthe à Couvet. Et en 1805, eh bien, Pernot a voulu voler de ses propres ailes. Il a monté sa propre distillerie à Pontarlier, Pernot Fils. Et puis l'absinthe va alors se répandre dans toute la France, dans toute la Suisse. Elle était relativement chère au début des années 1850 et elle était surtout consommée par la bourgeoisie, d'où son surnom, la fée verte des boulevards. Et puis sa popularité n'a cessé de grandir après. C'est ce qui lui a valu son interdiction en Suisse et en France au début du XXe siècle. Oui, parce qu'après son succès énorme du 19e siècle, l'absinthe a été accusée de provoquer des intoxications graves et aussi de la folie qui a été décrite par Émile Zola dans son roman L'Assommoir. Et puis en 1875, dès 1875, les ligues anti-alcooliques, les syndicats, l'Église catholique, les médecins, les hygiénistes et la presse se sont mobilisés contre l'absinthe qui rend fou et criminel. Alors ces actions ont mené à l'interdiction de l'absinthe en Suisse en 1910 et en France en 1915. Mais depuis le 1er mars 2005, la distillation d'absinthe est de nouveau autorisée en Suisse et elle fleurit de nouveau dans le Val de Travers, notamment berceau de l'absinthe, mais aussi dans le Val de Rue, notamment dans la distillerie de la Rusée, qui a récemment gagné la médaille d'or lors de l'Absinthe Masters 2014 à Londres dans la catégorie blanche distillée. En fait, l'absinthe, elle a été inventée fin du XVIIe siècle et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne sait pas par qui. C'est soit un Français de Franche-Comté qui s'appelait Pierre Ordinaire, qui était un médecin, soit une rebouteuse du Val de Travers qui s'appelait la mère Henriot. Et ces deux personnes auraient développé à peu près dans le même temps un produit qui était censé guérir les maux de ventre et qui était aussi un abortif assez puissant, donc pour faire passer les enfants. Et à partir de là, l'absinthe n'a cessé de grandir pour être, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, juste avant l'interdiction, une production monstrueuse. Il faut imaginer qu'à Pontarlier, il y avait 9000 personnes qui travaillaient autour des distilleries de l'absinthe. Donc c'était vraiment monstrueux. Il faut aussi savoir qu'en France, à l'époque, donc début du 20e, l'absinthe représentait à peu près 90% de la consommation d'apéritifs en France. Ce qui a rendu furax les lobbies du vin. Et évidemment, ça prenait des parts de marché. Le lobby du vin était bien plus puissant au Sénat à Paris que pouvait être le lobby de l'absinthe, et le lobby du vin a, entre guillemets, eu la peau de l'absinthe qui a été interdite début du XXe siècle, d'abord en Suisse et ensuite en France. Mais alors, l'argument qui était évoqué à l'époque que l'absinthe rendait fou, était faux ou était vrai? Alors, il y a eu des études qui ont été faites, ce qui a permis aussi de réhabiliter l'absinthe début du 21e.
il fallait boire, sauf erreur, je ne vais pas faire de guerre des chiffres, mais il fallait boire 17 litres d'absinthe pure pour que le entre guillemets toxique qui est à l'intérieur de l'absinthe puisse faire effet sur le cerveau. Donc 17 litres d'absinthe pure, vous avez tout qui saute avant le cerveau. Vous avez le foie, enfin vous sautez avant. Ça c'est une chose qui est certaine. Maintenant il y a d'autres théories qui disent qu'à l'époque on mettait la cuillère, le sucre, parce que les absinthes vertes étaient extrêmement amères, extrêmement âcres, et que pour les rendre buvables, on mettait le sucre dessus. Et il y a une autre théorie qui disait que en fait, le problème n'était pas l'absinthe, le problème était la cuillère, parce que les gens se servaient de cuillère en plomb. Donc, ils étaient plus volontiers, enfin pas volontiers, à leur corps défendant évidemment, atteints de saturnisme que de problèmes liés à l'absinthe. Je pense que s'il y avait eu le même problème et qu'on sucrait le whisky à l'époque, il y aurait eu le même souci avec le whisky. Mais c'est une théorie. Pour un Neuchâtelois, finalement, l'absinthe, c'est quoi? Pour un Neuchâtelois, l'absinthe, normalement, ça devrait venir du Val de Travers. Malheureusement, ma foi, moi, je suis au Val de Rue. D'ailleurs, des plus beaux compliments qu'on m'a fait, on m'a dit que c'est une excellente absinthe, mais elle n'est pas fabriquée à la bonne place. Alors, j'ai trouvé que c'était bien. Alors la Rusée, c'est une société qui est née en mars 2012. Et il a fallu faire quelques essais avant de pouvoir commercialiser notre première bouteille qui a été mise sur le marché en août de la même année, donc 2012. Et comme nous avons besoin de concessions pour produire notre propre absinthe, cette absinthe a été d'abord produite à façon, c'est-à-dire chez un distillateur du Val de Travers. Il faut prouver en fait à la Confédération qu'on peut avoir un besoin commercial. On l'a prouvé en 2 mois en distillant plus de 200 litres d'alcool pur. Et à partir de juin, nous avons pu distiller notre propre absinthe, c'est-à-dire il y a un peu plus de 8 mois maintenant. Comment est née la Rusée? Comment vous avez eu cette idée de créer cette entreprise? C'est une longue histoire en fait. Avec Jean-Pierre, on avait décidé de entre guillemets, pourrir le Val de Rue de plantes d'absinthe à gauche et à droite. À l'époque, j'habitais Savagnier, il habitait Fenin, et le but c'était de réunir les plantes d'absinthe à un certain moment au milieu du Val de Rue. Et puis, j'ai déménagé ici à Fenin, et on avait toujours ces plantes d'absinthe qui traînaient un peu à droite et à gauche, et j'en avais mis séché contre une façade de ma maison. Et un ami un jour est venu, et il m'a dit « Ah, mais t'as des plantes d'absinthe, c'est drôle, je voulais te proposer quelque chose. » C'était de racheter une distillerie à l'époque qui était à la Chaux-de-Fonds. Et quand j'ai vu que j'étais un peu le seul à travailler dans ce truc-là, alors que les fonds étaient là, je me suis dit si au départ c'est pas très bon, la suite risque de pas être très bonne non plus. Et j'ai proposé à Jean-Pierre, dont je savais qu'il avait des recettes sous le coude, si ça l'intéressait, qu'on monte une société et qu'on crée notre propre marque d'absinthe, ce qu'il a accepté en buvant une bonne absinthe. Il y a peut-être une question plus personnelle. Vous avez créé cette entreprise à 58, 59 ans. Ça, c'est fou, ça, c'est incroyable. Ah ben, c'est ça qui est intéressant, un nouveau challenge à cet âge-là. Ça fait plaisir. Et puis j'espère qu'on va y arriver. Il y en a à 60 ans qui se posent plutôt la question, qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Ben, c'est vite vu. Je ferai de l'absinthe. Non, je suis persuadé qu'on va pouvoir développer cette marque. Et puis, le but, c'est d'en vivre. Mais vous avez quand même envie que ça reste une entreprise assez familiale. Vous êtes associé avec votre beau-fils, non? Oui, je suis associé avec mon beau-fils. Mon épouse fait aussi une partie du travail, ainsi que ma fille qui s'occupe de la vente. C'est vraiment une entreprise familiale. Elle va le rester. Simplement, il faudrait qu'on augmente un petit peu le volume. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de faire des tests pour essayer, je pense, des nouveaux genres d'absinthe. Ça se passe comment? Vous avez fait un mélange, pas au hasard, mais je pense un mélange d'herbes. Vous en distillez 10 ou 15 litres, c'est comme ça que ça se passe? Oui, là je suis en train de faire une petite chauffe de 15 litres avec des herbes que j'ai modifié ma recette
Et j'ai ajouté quelques herbes dont je ne vous dirai pas le nom, mais, pour essayer d'arriver à une tendance. Et puis si ça rate, je recommence. De toute façon, j'ai prévu de faire plusieurs essais afin de trouver une nouvelle recette originale que je mettrai sur le marché dans le courant de l'année. Vous êtes, il me semble, un peu un perfectionniste. Vous cultivez une partie de vos herbes autour de votre maison. Je cultive uniquement de la grande absinthe. Comme l'anis, on ne peut pas le cultiver ici, l'anis vert non plus. Enfin, il y a des tas de plantes qui ne poussent pas sous nos latitudes. Donc ça vient d'Espagne, ça vient de France, ça vient d'autres pays. L'absinthe a quand même cette particularité, hein, c'est un produit qui est en perpétuelle invention, en perpétuelle évolution. Il n'y a pas une absinthe type. Chaque distillateur recommence à zéro finalement chaque fois. Chacun a sa recette, puis je vous défie d'en trouver un qui va vous la dire. C'est vraiment personnel, puis on y tient, on la cache. C'est pas dans mon ordinateur, c'est pas dans mon portable, c'est bien caché. Et puis voilà, il faut respecter ça. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas folklorique que de dire ça, hein. C'est vraiment vrai, si je puis dire, parce qu'il y a une douzaine d'ingrédients. Donc après, on peut imaginer que tout est une question de dosage. Voilà, c'est extrêmement précis. Chaque herbe est pesée au gramme près, afin de pouvoir refaire la recette vraiment toujours la même chose, avec quelques petites variantes si les herbes ont été cueillies plus vite, plus tard. Il peut y avoir du pollen ou pas. Enfin, ça, on n'est pas maître des plantes. Je ne suis pas agriculteur, donc voilà, je suis tributaire des revendeurs de plantes sèches. Alors, comment se crée un nouvel absinthe? Vous êtes devant un verre d'absinthe que vous avez créé, vous le goûtez avec des amis, et là les critiques vont positives, négatives, et vous tenez compte de tout ça pour vous dire tiens, je vais essayer de la rendre un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Alors au départ non, au départ j'ai fait une recette seule. Et puis ensuite, oui, alors on a fait des tests avec des amis, hommes et femmes. Et vous pensez que c'est la bonne façon, hein, finalement, de trouver un produit qui peut plaire à un maximum de personnes? Oui, bon, il faut dire qu'au départ, on avait retrouvé dans une malle du grand-père une recette qui venait du Vallon. Et en la modifiant, j'ai obtenu ma recette actuelle. Derrière vous, il y a donc un alambic. Vous avez dû le fabriquer un petit peu sur mesure. Oui, alors il a été fabriqué sur mesure par M. Sambrin au Locle, un artisan. J'ai même participé à quelques étapes de la fabrication d'alambic, notamment le pliage des tôles. J'ai voulu exactement cet objet-là, à cette grandeur-là, le refroidisseur à cette grandeur-là avec un serpentin. Je lui ai donné un cadre technique et lui, il l'a réalisé dans son atelier. Il y a une envie de bien faire, il y a une envie j'avais dit presque de faire mieux que les autres. C'est aussi ça qui vous anime. Absolument. Ce qu'on a voulu avec la Rusée, c'est faire quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Déjà, on est un petit peu des rebelles en étant au Val de Rue et pas au Val de Travers, qui est le fief véritablement de l'absinthe. Ensuite, on a aussi voulu sortir de toute cette iconographie de têtes de mort sur les bouteilles, de chat qui lave de l'absinthe, de grandes faucheuses, etc. On a aussi voulu réinventer un style de bouteille. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une marque d'absinthe qui se démarque un petit peu du reste de la production des absinthes traditionnelles.
je vais peut-être m'essayer à une comparaison compliquée, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu à l'absinthe que Christian Dior est au parfum. Vous cherchez vraiment de cette perfection, même au niveau déjà de la beauté des bouteilles. Alors je pense qu'on ne peut pas forcément aller jusque-là, même si effectivement ce qu'on cherche, c'est une sorte de niche dans une niche, somme toute. C'est-à-dire que l'absinthe en elle-même est déjà une niche en termes de spiritueux, et nous, on a vraiment cherché à être dans le haut de gamme de l'absinthe, que ce soit en termes de goût. Ce qu'on a voulu, c'est aussi un goût qui soit peut-être un petit peu plus consensuel, que les gens puissent réapproprier sans avoir d'arrière-goût, donc quelque chose d'assez suave, d'assez subtil, d'assez rond, et ressortir de cette iconographie des têtes de mort, de chats qui lapent de l'absinthe sur les étiquettes, pour revenir à quelque chose que les gens puissent s'approprier plus facilement, c'est-à-dire sans toute la charge émotionnelle qui sort de l'interdiction de l'absinthe pendant ce dernier siècle. Donc ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est avoir quelque chose qu'on puisse, dans un linéaire d'épicerie fine, pour se dire tiens, ça j'ai envie de goûter. Et ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est en termes de goût. Le goût, on l'a voulu un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. On a voulu quelque chose qui soit très subtil, très rond, très fin, qui puisse être bu par un homme, qui puisse être bu par une femme sans distinction, pour que justement on puisse que les gens puissent se réapproprier cette absinthe sans avoir toute cette charge émotionnelle du passé. Votre absinthe aujourd'hui est diffusée dans de très nombreux restaurants, même des très très grands restaurants avec des très grands chefs qui vous font d'excellents compliments. Pour vous, c'est magnifique. Ça veut dire que vous avez un véritable talent pour faire une bonne absinthe. Il semblerait, c'est un succès d'estime qui est très important. C'est pas forcément un succès commercial, mais le fait d'être chez des grands chefs comme Violier, Crichy, etc., donne une assise quand on va trouver un revendeur, quand on va trouver un point de vente. On peut lui dire, on peut s'appuyer sur cette chose-là. C'est important d'être reconnu, d'être apprécié par des grands chefs. Très vite, vous avez osé, j'irais, prendre des risques en faisant déguster votre absinthe à des grands chefs. Oui, alors ça, c'était un peu pile ou face, c'est-à-dire que nous, on était certains du goût qu'on sortait. On avait d'ailleurs fait un gros blind test avec des amis et notre absinthe était sortie en tête, donc on avait déjà de bonnes références par rapport à ça. Et ensuite, on est arrivé chez les chefs avec l'envie de savoir ce qu'eux pensaient véritablement de notre absinthe. On considère ces gens-là comme les dépositaires du goût. On pense que dès le moment où un chef comme Benoît Violier, comme Georges Wenger ou d'autres chefs de la région nous disent « oui, votre absinthe est bonne », en principe, on peut les croire. Donc on est allé, le premier qui est passé était Benoît Violier. Je lui ai apporté les échantillons de l'absinthe et il m'a téléphoné 2 jours plus tard en me disant « Monsieur Niffler, votre absinthe bleu est simplement superbe ». Donc de la bouche d'un chef tel que celui-ci, 3 étoiles Michelin, 19 sur 20 au Goemio, je pense qu'effectivement on peut le croire. Donc toute notre, entre guillemets, stratégie de vente, c'est c'est formulé autour de la haute gastronomie. On est aujourd'hui dans près de la moitié des établissements qui sont classés au Goemio en Suisse romande et on compte bien continuer. Ces chefs ont donné des recettes, de leurs propres recettes, dans laquelle se trouve votre absinthe. Oui, effectivement, on a 3 recettes de chefs. Damien Germanier, qui est un chef confirmé, mais encore en devenir. Je pense qu'il deviendra un des grands chefs des prochaines décennies. Donc Damien Germanier à Sion, qui nous a concocté une recette. On a Stéphane Descotter au Pont de Bran, en dessus de Montreux, qui nous a également concocté une recette. Et plus localement, on a Michel Stang de l'hôtel de commune à Dombresson, qui l'a
fait. On a édité un petit livret avec ces 3 recettes qui figurent également sur notre site internet. En fait, ce qui est intéressant avec l'absinthe, c'est que vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez la boire en apéritif, troublée avec de l'eau, une bleue ou une verte troublée avec de l'eau. Vous pouvez la boire en digestif. La bleue est à 55 degrés, donc elle n'est pas encore trop chargée et elle va faire du bien en fin de repas. Vous pouvez l'utiliser en cuisine avec le spray que l'on a développé avec les chefs. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Et en fait, ce qui est très drôle avec le monde de la haute gastronomie, c'est que on a été de surprise en surprise. On a des chefs qui sont partis, on imaginait bien que l'absinthe se marierait un petit peu comme le pastis peut se marier avec des crustacés, mais il y a des chefs qui sont sortis complètement de ça. On a un chef à Avignon qui la prépare avec du lièvre sauvage. On a un chef à Zurich, à Iconider ou Doldergrand, qui la prépare avec du porc. On a tout un univers qui s'est monté là autour, et on voit que les chefs s'approprient le goût pour travailler leurs produits. Ce qui est pour nous un truc complètement extraordinaire, c'est qu'on met à disposition de gens qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des véritables dépositaires du goût, un produit qui va encore magnifier leur propre production, ce qui est épatant.